Platon. Phèdre ou de la beauté. Socrate. Phèdre. Où vas-tu donc, mon cher Phèdre? Et d'où viens-tu? Socrate, je quitte en ce moment Lysias, fils de Céphale, et vais me promener hors des murs, car j'ai passé chez lui la matinée entière, toujours assis. Et pour obéir à notre ami commun Acuménos, je me promène de préférence sur les chemins. Cela délasse mieux, dit-il, que de faire le tour d'un drôme. Et il a raison. Mais à ce que je vois, Lysias était en ville? Oui, chez Épicrate là-bas, dans la Mauricia, près du temple de Jupiter Olympien. À quoi donc le temps s'y est-il passé? Je parie que Lysias vous a régalé de discours. Je te dirai cela si tu as le loisir de m'accompagner. Comment? Crois-tu, pour parler avec Pindare, que je ne mets pas au-dessus de toute affaire le plaisir d'entendre ce qui s'est passé entre toi et Lysias? Avance donc. Et toi, parle. J'écoute. Vraiment, Socrate, la chose est intéressante pour toi, car il a été fort question d'amour. Lysias suppose un beau jeune homme vivement sollicité non par un amant, mais ce qui est bien plus piquant, par un homme sans amour, qui veut démontrer qu'à ce titre même, on doit avoir pour lui plus de complaisance que pour un amant. Oh, l'excellent homme! Il devrait bien démontrer aussi qu'en amour, un pauvre a plus de droits qu'un riche, et un vieillard plus qu'un jeune homme. J'y gagnerais ainsi que beaucoup d'autres. L'idée serait galante, et ce serait un service à rendre au public. D'après ce que tu me dis, je me sens une si grande envie de t'entendre que dusses-tu même prolonger ta promenade jusqu'à Mégare pour revenir aussitôt sur tes pas, après être arrivé au pied des murs, d'après la méthode d'Hérodicos? Non, je ne te quitterai point. Que dis-tu, cher Socrate? Un discours travaillé longtemps et à loisir par Lysias, le plus habile de nos écrivains? Est-ce moi le moins éloquent des hommes, qui pourrait te le reproduire tout entier d'une manière digne de ce grand maître? Certes, j'en suis bien loin, et je préférais ce talent aux plus grandes richesses. Phèdre. Ou je connais parfaitement Phèdre, ou je ne me connais plus moi-même. Je le connais, et je suis sûr qu'assistant à une lecture de Lysias, il ne s'est pas contenté de l'entendre une seule fois. Il a souvent prié le lecteur de recommencer, et celui-ci s'est empressé de le satisfaire. Cela même n'a pas été assez pour lui. Il a fini par s'emparer du cahier pour relire ce qui l'avait le plus intéressé. Et n'ayant fait autre chose toute la matinée, il est enfin sorti pour prendre l'air. Mais déjà, où je me trompe fort, il savait par cœur l'ouvrage entier, à moins qu'il ne fût d'une longueur démesurée, et il ne sortait de la ville que pour y rêver tout à son aise. Il rencontra un malheureux tourmenté de la passion des beaux discours, et d'abord, il s'applaudit d'avoir à qui faire partager son enthousiasme. Il l'entraîne avec lui. Cependant, quand on le presse de commencer, il se donne les airs de faire le difficile. Si on ne l'en priait pas, il parlerait, il voudrait se faire écouter de force. Mais conjure-le, mon cher Phèdre, de faire à présent de bonne grâce ce qu'il faudra qu'il fasse tout à l'heure, de manière ou d'autre. Je vois bien que le meilleur parti à prendre est de m'en acquitter comme je pourrais,
car tu ne parais pas disposé à me laisser aller que je ne t'ai satisfait, n'importe comment. Tu as parfaitement raison. Eh bien, c'est aussi ce que je vais faire. À la vérité, je n'ai pas appris par cœur les propres paroles de Lysias, mais je puis t'en dire à peu près le sens, et te détailler tous les avantages que ce discours attribue à l'ami froid sur l'amant passionné. Et d'abord voici le premier motif. Fort bien. Mais d'abord, mon cher Phèdre, commence par me montrer ce que tu as dans la main gauche, sous ta robe. Je soupçonne que ce pourrait bien être le discours lui-même. S'il en est ainsi, je t'aime beaucoup, n'en doute pas, mais sache que je ne suis pas d'humeur, quand Lysias lui-même est là pour se faire entendre, de n'écouter que son écho et de te servir de matière à exercice. Voyons, montre-moi cela. Il faut céder. Tu as déjoué le projet que j'avais formé de m'exercer à tes dépens. Maintenant, où veux-tu nous asseoir pour commencer notre lecture ? Détournons-nous un peu du chemin, et s'il te plaît, descendons le long des bords de l'Hélisus. Là, nous pourrons trouver une place solitaire pour nous asseoir où tu voudras. Je m'applaudis en vérité d'être sorti aujourd'hui sans chaussures, car pour toi c'est ton usage. Qui donc moi empêche de descendre dans le courant même et de nous baigner les pieds tout en marchant ? Ce serait un vrai plaisir, surtout dans cette saison et à cette heure du jour. Je le veux bien. Avance donc et cherche en même temps un lieu pour nous asseoir. Vois-tu ce platane élevé ? Eh bien, là nous trouverons de l'ombre, un air frais et du gazon qui nous servira de siège, ou même de lit si nous voulons. Va, je te suis. Dis-moi, Socrate, n'est-ce pas ici quelque part sur les bords de l'Élysus que Borée enleva, dit-on, la jeune Eurytie ? On le dit. Mais ne serait-ce pas dans cet endroit même ? Car l'eau y est si belle, si claire et si limpide, que des jeunes filles ne pouvaient trouver un lieu plus propice à leur jeu. Ce n'est pourtant pas ici, mais 2 ou 3 stades plus bas, là où l'on passe le fleuve près du temple de Diane chasseresse. On y voit même un autel consacré à Borée. Je ne me le remets pas bien, mais dis-moi de grâce, crois-tu donc à cette aventure fabuleuse ? Mais si j'en doutais comme les savants, je ne serais pas fort embarrassé. Je pourrais subtiliser et dire que le vent du Nord la fit tomber d'une des roches voisines quand elle jouait avec Pharmacée, et que ce genre de mort donna lieu de croire qu'elle avait été ravie par Borée. Ou bien je pourrais dire qu'elle tomba du rocher de l'Aréopage, car c'est là que plusieurs transportent la scène. Pour moi, mon cher Phèdre, je trouve ces explications très ingénieuses, mais j'avoue qu'elles demandent trop de travail, de raffinement, et qu'elles mettent un homme dans une assez triste position, car alors il faut qu'il se résigne aussi à expliquer de la même manière les hypocentaures, ensuite la chimère, et je vois arriver les Pégases, les Gorgones, une foule innombrable d'autres monstres plus effrayants les uns que les autres, qui, si on leur refuse sa foi, et si l'on veut les ramener à la vraisemblance, exigent des subtilités presque aussi bizarres qu'eux-mêmes, et une grande perte de temps. Je n'ai point tant de loisirs. Pourquoi ? C'est que j'en suis encore à accomplir le précepte de l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Et quand on en est là, je trouve bien plaisant qu'on ait du temps de reste pour les choses étrangères. Je renonce donc à l'étude de toutes ces histoires, et me bornant à croire ce que croit le vulgaire, comme je te le disais tout à l'heure, je m'occupe non de ces choses indifférentes, mais de moi-même. Je tâche de démêler si je suis en effet un monstre plus compliqué et plus furieux que Typhon lui-même, ou un être plus doux et plus simple,
qui portent l'empreinte d'une nature noble et divine. Mais, à propos, n'est-ce point là cet arbre où tu me conduisais? C'est lui-même. Par Junon, le charmant lieu de repos. Comme ce platane est large et élevé. Et cet Agnus castus avec ses rameaux élancés et son bel ombrage, ne dirait-on pas qu'il est là tout en fleurs pour embaumer l'air? Quoi de plus gracieux, je te prie, que cette source qui coule sous ce platane et dont nos pieds attestent la fraîcheur? Ce lieu pourrait bien être consacré à quelques nymphes et au fleuve Archélus, à en juger par ses figures et ses statues. Goûte un peu l'air qu'on y respire. Est-il rien de si suave et de si délicieux? Le chant des cigales a quelque chose d'animé et qui sent l'été. J'aime surtout cette herbe touffue qui nous permet de nous étendre et de reposer mollement notre tête sur ce terrain légèrement incliné. Mon cher Phèdre, tu ne pouvais mieux me conduire. Je t'admire, mon cher, car vraiment tu ressembles à un étranger qui a besoin d'être conduit. À ce que je vois, non seulement tu ne sors jamais du pays, mais tu ne mets pas même le pied hors d'Athènes. Dois-tu m'en vouloir? J'aime à m'instruire. Or les champs et les arbres ne veulent rien m'apprendre, et je ne trouve à profiter que parmi les hommes, à la ville. Mais il me semble que tu as trouvé le moyen de m'en tirer. Semblable à ceux qui se font suivre d'un animal affamé en agitant devant lui une branche ou quelques fruits. Depuis que tu m'as montré ce cahier, tu pourrais m'entraîner sans peine jusqu'au bout de l'Attique, et plus loin si tu voulais. Cependant, puisque nous voici arrivés, je crois que je ferais bien de m'étendre ici tout à mon aise. Pour toi, choisis l'attitude que tu jugeras la plus convenable à un lecteur. Et commence, s'il te plaît. Écoute. Te voici donc instruit de tout ce qui m'intéresse. Tu sais ce qui, selon moi, contribuerait à notre bonheur commun. Ne me le refuse pas sous prétexte que je ne suis pas ton amant, car l'amant, une fois satisfait, se repent ordinairement d'avoir trop fait pour l'objet de sa passion. Mais comment pourrait-on se repentir d'avoir fait à quelqu'un qu'on aime, non par un besoin irrésistible, mais volontairement, tout le bien qu'on a pu lui faire? Les amants calculent à la fin le tort que l'amour a fait à leur fortune. Ils comptent leur libéralité. Ils y ajoutent tant de peines cuisantes qu'ils ont ressenties et se croient depuis longtemps quittes envers l'objet aimé. Mais celui qui n'a point connu l'amour ne peut alléguer ni les affaires qu'il a négligées, ni les peines qu'il a souffertes, ni les tracasseries de famille, ni les reproches de ses parents. Exempt de tous ses regrets, il ne lui reste qu'à saisir avec ardeur les occasions de montrer sa reconnaissance. On peut dire en faveur de l'amant que ses sentiments sont plus vifs, et qu'incapable de se modérer, ni taire ses paroles, ni dans ses actions, il affrontera s'il le faut la haine de tous pour plaire à un seul. Mais s'il en est ainsi, n'est-il pas évident que de nouvelles amours venant à l'emporter sur les premières, il ira, si sa nouvelle passion l'exige, jusqu'à nuire à ceux qu'il chérissait auparavant? Quoi donc? Accorder de si précieuses faveurs à une personne notoirement atteinte d'un mal qu'aucun homme sensé n'essaiera jamais de guérir? Ceux-là même qui éprouvent avouent qu'ils sont plutôt hors d'eux-mêmes que dans leur bon sens, qu'ils ont bien le sentiment de leur folie, mais qu'ils n'en sont pas les maîtres. Quand la jouissance aura tempéré leur ardeur,
comment approuveront-ils ce qu'ils auront fait dans cet état de délire? D'ailleurs, s'il te fallait opter parmi tes amants, dans un petit nombre, tu n'aurais pas beaucoup de choix. Choisis au contraire parmi les autres celui qui te convient le mieux, et tu auras le choix entre des milliers de personnes. N'est-il pas plus probable que dans ce grand nombre, tu rencontreras quelqu'un digne de tes faveurs? Peut-être l'opinion publique te fait-elle peur. Tu crains que tes liaisons découvertes ne t'exposent à rougir. Mais les indiscrétions sont bien plus à craindre de la part d'un amant qui, pour faire envier son sort, autant qu'il le juge digne d'envie, est intéressé à faire sonner bien haut les moindres complaisances, à se parer de sa bonne fortune et à publier partout qu'il n'a point soupiré en vain. Celui qui n'aime pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.